Bienvenue sur une vidéo de la chaîne Un brin d'ADN. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment les compagnies de tests ADN réussissent à déterminer vos correspondances ou vos matchs. Comment on peut savoir que tel segment ou telle portion de l'ADN est similaire et qu'est-ce qui se passe dans l'ADN, où est-ce qu'on passe d'une génération à l'autre. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait un brassage génétique, pour pas qu'on soit continuellement le clone de son père ou de sa mère. Donc, on passe à une image. J'ai fait une précédente vidéo où j'entrais dans les détails de l'anatomie de l'ADN, donc je ne vais pas répéter le contenu de cette vidéo-là. Mais pour y aller brièvement, le G va toujours avec le C et le A va toujours avec le T. Donc quand on parle de séquence ADN ici, souvent, c'est que l'autre lettre n'est pas spécifiée parce qu'elle est implicite, en fait. Donc, s'il y a un T ici, l'autre lettre de la paire base serait un A. Si c'est un C, c'est un G. Et on continue comme ça. Donc, c'est la séquence ADN lorsque les paires de lettres qui font l'hélice, la fameuse hélice de l'ADN. Et ça, on voit ici ensuite que sur un chromosome, ici, on ne voit qu'un seul chromosome. Mais normalement, chaque individu a des paires de chromosomes, donc un chromosome paternel et le chromosome maternel. Mais dans ce cas-ci, c'est juste pour démontrer qu'une séquence ADN, qui peut, lorsqu'elle est assez longue, constituer un gène, eh bien, ça se situe sur une adresse physique qui est calculée en mégabases, donc en millions de paires de ces lettres-là. Et quand on arrive ici, par exemple, cette séquence d'ADN-là serait entre la 50e millionième de paire et avant la 75e millionième paire. Ensuite, sur le chromosome, c'est soit le paternel ou le maternel, mais ici, cette séquence-là serait quelque part ici. Et ce que les compagnies d'ADN font pour indiquer qu'on a des correspondances avec des personnes vivantes, c'est qu'ils déterminent qu'il y a un segment ici. Et l'unité de mesure, de distance génétique, ils appellent ça le centimorgane. L'abréviation, c'est un C minuscule avec un M majuscule, parce que Morgan était le nom d'une personne. C'était un chercheur qui a travaillé avec les drosophiles, les fameuses mouches à vinaigre. Et c'est lui, en fait, c'est un de ses étudiants qui a décidé d'appeler cette unité-là par le nom de son professeur. Et puis, c'est cette unité que les sites utilisent pour dire, telle personne vivante présentement partage un segment de temps de 20, 30 ou 20, 25 cm ou centimorgane avec vous. Donc, ça veut dire en fait que sur un chromosome, exactement au même numéro de chromosomes, parce qu'on a chacun 23 paires de chromosomes, et souvent les compagnies prennent juste les 22 premières, donc les autosomes. Ils excluent les chromosomes sexuels, donc les 22 premières paires. Eh bien, ils vont déterminer, OK, tu as un autre individu qui a aussi testé, qui a 25 cm au même endroit, du même numéro de chromosome, par exemple le premier chromosome ou le 10e chromosome, eh bien au même endroit, ils partagent exactement la même séquence d'ADN. Il faut savoir que les centimorganes, selon les chromosomes, n'ont pas nécessairement le même nombre de paires bases. Ça tourne généralement autour d'1 million de paires bases, un centimorgane, mais c'est pas un chiffre fixe. Donc, selon les chromosomes, les longueurs des chromosomes, et en plus, selon les autres êtres vivants, à part les humains, ça n'aura pas non plus le même nombre de paires de bases. Donc, la longueur de séquence ici, ne sera pas la même. Mais dans le cas de l'être humain, en moyenne, si on veut garder ça simple, un centimorgane est équivalent à 1 million de paires bases. Ce que ça veut dire aussi, un centimorgane, c'est un pourcentage de taux de recombinaison. Je vais vous expliquer tout de suite après ce que c'est, mais je vais juste commencer par donner un exemple. Donc, c'est plus ou moins qu'un pourcentage de recombinaison. Donc, ça veut dire qu'un segment de 25 centimorganes a à peu près 25% de chance à la génération suivante
de ne pas arriver à sa pleine longueur, donc d'être coupé. Donc, un segment de 25 centimorganes a donc 25%, donc une chance sur 4, à la prochaine génération, à l'enfant, d'être coupé lorsqu'il va arriver dans son ADN à lui. Donc, un segment de 1 centimorgane va probablement presque toujours arriver intact à la génération suivante parce qu'il y a juste 1% de chance d'être coupé. Donc 99% de chance d'arriver à sa longueur de 1 cm. C'est d'ailleurs pour ça que les compagnies vont pas s'occuper de segments trop petits. Par exemple, chez Ancestry DNA, la limite inférieure est de 8 centimorganes dans votre liste de matchs en général. Et même dans certaines options là, qui sont les matchs comparatifs. Là. Donc, si on regarde les matchs entre soi et une autre personne, la liste de matchs donc de soi, une autre personne et tous ceux qui sont en commun, là, ils vont couper à 20 centimorganes. Donc, plus le segment est long, non seulement ça veut dire qu'il y a beaucoup de chances d'être coupé à la prochaine génération, mais ça veut aussi dire de façon générale qu'un long segment provient d'un ancêtre relativement proche. C'est pas toujours le cas. On peut très bien avoir un segment de 30 centimorganes qui vient d'un ancêtre qui est 3 générations plus haut qu'un autre. Mais de façon générale, plus le segment est long, plus ça veut dire que l'ancêtre qui a fourni ce segment-là est proche de soi en termes de génération. Je vous avais dit que je vous montrerais ce qui se passe pour pas qu'on soit des clones en fait de son père ou de sa mère. Donc il y a un brassage génétique qui se passe quand les cellules, les gamètes qu'on appelle, qui sont les cellules sexuelles là, comme le spermatozoïde ou l'ovule, quand ce type de cellule-là est généré, il y a un brassage génétique qui arrive et qui fait que on n'a pas exactement le même chromosome que ses parents. Donc, ce qui se passe, c'est que, pour y aller brièvement, quand les gamètes sont générés, donc spermatozoïdes et ovules, il y a un enjambement qui survient, où il peut en avoir quelques-uns. Là. Des fois, il y a des doubles enjambements, quelque chose comme ça. Et on se rappelle qu'on a 23 paires de chromosomes, donc ça arrive à plusieurs endroits en tout sur tous les chromosomes. Ou est-ce que quand les chromosomes se séparent, ben là, comme dans ce cas-là, il y a en bleu, disons, les chromosomes du père de la personne, en rouge, les chromosomes de la mère, ben ils vont, avant de créer la cellule finale, là, le spermatozoïde ou l'ovule, ils vont se mélanger dans leur patte, si on veut, là, leur enjambement. En anglais, on appelle ça le crossing over ou la recombinaison. Donc, on voit ici que dans le processus, ben, il y a des parties du chromosome qui sont plus seulement le chromosome paternel original, mais que le chromosome qui va être distribué à ce spermatozoïde-là va avoir été recombiné pour avoir une partie du chromosome maternel. Donc, c'est pour ça que les chromosomes ne sont pas envoyés d'une génération à l'autre intacts. Ils sont mélangés à chaque génération comme ça, fois 23 chromosomes. C'est un peu plus compliqué que ça. Là. Je vais vous montrer là, la suite. On appelle ça la méiose. Et on voit que c'est ici que le crossing over ou l'enjambement survient. Donc déjà à cette étape-ci, là, à la prophase 1, l'enjambement est fait. Et ensuite, là, je ne rentrerai pas dans les détails. Vous pourrez lire à ce sujet-là. Mais il y a le reste du processus qui survient de la méiose. Et il y a même encore une autre phase de la méiose. Mais je dirais peut-être que la chose à se rappeler, c'est que pour une cellule qui va se diviser pour créer les gamètes, donc spermatozoïdes et ovules, pour chaque cellule reproductive qui peut donner ça, à la fin de ce processus-là, ça va donner 4 spermatozoïdes ou 4 ovules, si on veut, là, dans les noyaux de ces cellules-là. Ben, une cellule reproductive, entre autres, parce qu'on voit qu'il y a quelques étapes, mais en passant par l'étape de l'enjambement, les chromosomes vont être recombinés. Là, je ne sais pas si on peut voir les couleurs, là, mais ici, c'est un fuchsia, puis en haut, c'est un mauve. Et ils sont tous différents comme ça.
Et c'est grâce à l'enjambement et à la recombinaison des chromosomes que la génération suivante obtient pas exactement le même chromosome paternel et maternel là, et que c'est ainsi recombiné. Et évidemment, les spermatozoïdes et les ovules sont les seules cellules qui n'ont pas le plein code génétique de la personne, mais la moitié seulement du code génétique. Donc sur un seul chromosome, c'est plus des paires de chromosomes, mais quand même, sur ces... Il reste qu'il y a 23 chromosomes, mais sur chacun de ces 23 chromosomes-là, ils ont été recombinés et ils ne sont pas identiques à ce que le père du père du père avait. Et la même chose pour la femme. Donc, quand il y a reproduction, ben, les deux moitiés vont former à ce moment-là le plein bagage génétique du futur individu. Puis là, ça va être de nouveau 23 paires de chromosomes. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Et je vais en faire référence dans les prochaines vidéos. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.